C'est que lors d'un procès d'assises, les juges sont de simples citoyens. Ils forment le fameux jury populaire. C'est d'ailleurs un jury de ce type qui vient de juger Michel Fourniret et sa femme et qui juge en ce moment Abdallah Ait Oud. Alors ils sont citoyens tirés au sort et au terme d'une sélection en plusieurs étapes, ils se retrouvent au premier plan pour juger de la culpabilité d'un accusé de crimes graves. Une période souvent intense en émotion, comme vous allez le voir dans ce reportage de Marie-Hélène Rabier, pour qui une femme jurée est revenue sur les lieux de son expérience vécue au palais de justice de Bruxelles. Je jure et promets d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de ne trahir ni ses intérêts, ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'après ma déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de me décider suivant ma conscience et mon intime conviction. Il y a 5 ans, Dominique, professeur de français, est choisi pour faire partie d'un jury d'assises. Un homme est accusé de meurtre. Elle n'a jamais eu affaire à la justice. Et cette expérience de jury populaire l'a très profondément marquée. Ce qui est très imposant, c'est l'aspect formel de la cour d'assises, avec aussi tout ce, entre guillemets, ce décorum, cette rigueur de la forme qui est extrêmement présente. C'est difficile dans la mesure où on ne peut pas répondre à des mouvements d'humeur ou de dégoût ou de révolte contre quelqu'un dont on vous dit qu'il a fait ceci ou cela. Et donc, je pense qu'il faut à la fois enregistrer ces accusations, ces éléments, mais aussi essayer de prendre du recul. Et c'est au fur et à mesure qu'on entend les témoignages qu'on se rend compte évidemment qu'on va devoir vraiment prendre une position et juger. Vous avez eu peur de vous tromper à certains moments? Oui, ça oui. Oui, ça oui. Oui, et jusqu'au bout et jusqu'après. Il y a des moments où vous vous êtes senti trop seul. Peut-être. Oui. Peut-être parce que l'enjeu est quand même extrêmement grave. Et tout d'un coup, se dire qu'on est là, qu'il y a tout cet aspect tellement sérieux de la justice, avec énormément de représentants de la loi, et puis tout d'un coup, ces 12 personnes, sans l'aide d'aucun représentant de la justice, qui doivent se faire cette intime conviction. C'était quand même une tâche a posteriori assez effrayante, mais que je ne regrette pas du tout. Les jurés ne rentrent chez eux que le soir et sont tenus au secret le plus strict. Entre les séances, ils s'enferment dans un petit local. C'est leur lieu de vie durant 1 semaine. On ne pouvait pas sortir, c'est pas difficile. Et je trouve d'ailleurs ce qui m'a frappée, c'est cette notion d'enfermement dans cette pièce où on n'a vraiment même pas d'air frais. Et alors aussi, évidemment, c'est la délibération qui a eu lieu ici à la fin des audiences. Et là, c'était encore beaucoup plus formel au niveau rigueur. L'aboutissement du procès, c'est le vote. Les jurés reçoivent une série de questions sur la culpabilité de l'accusé. En leur âme et conscience, dans l'isoloir, ils doivent y répondre par oui ou par non, sans commentaire. Les votes sont alors dépouillés, puis brûlés. Franchement, j'ai une plus haute idée de la justice après l'avoir vécu, y avoir vécu pendant 1 semaine. La durée d'un procès d'assises est variable et dure parfois beaucoup plus qu'1 semaine. C'était le cas pour Dominique que l'on vient de voir dans le reportage. C'était le cas aussi avec le procès Fourniret
qui a duré 2 mois. Cela dit, que l'on soit professionnel ou alors simple citoyen, on ne ressort jamais indemne d'une telle expérience. Et c'est que tous les faits jugés sont souvent effectivement extrêmement graves. Alors Dimitri, vous êtes psychologue, qu'on soit juré, membre de la famille des victimes ou encore avocat, cette épreuve plonge chacun au plus profond de ses émotions. Au plus profond de ses émotions, évidemment, quand on est confronté à des photos de scènes de crime, quand on voyage dans les tréfonds d'un dossier d'assassinat ou de viol, forcément ça mobilise nos valeurs, nos émotions les plus profondes, et donc c'est très douloureux de voir la détresse des familles, et pour tout le monde c'est dur. Alors les jurés, d'abord, on l'a vu dans le reportage, sont de simples citoyens, pas vraiment préparés à ça. Ils ne sont pas vraiment préparés, ils doivent prendre du recul, on leur demande de rester stoïques par rapport à leurs émotions, ils doivent prendre du recul par rapport à ce qu'ils vivent, et puis ils sont fort seuls à devoir faire face alors qu'ils sont là avec leur... identification, bien sûr, ces mécanismes de défense qu'on a tous quand on vit des choses comme ça. On va s'identifier à certaines choses, on va penser que soit aussi, on a un enfant du même âge, et donc on se demande vraiment comment on va pouvoir traverser tout ça pendant toute la durée du procès. Les avocats, c'est pas plus facile pour eux. Ils sont confrontés généralement, souvent à ce genre de choses. C'est leur boulot, on va dire. Oui. Mais bon, ça peut les marquer aussi. Jean-Philippe Rivière, l'avocat de Laetitia Dolé dans le procès du Trou, me confiait dans une interview que pour lui, ça avait été particulièrement difficile de mariner dans une telle horreur pendant autant de temps, qu'à certains moments, l'avocat a vraiment failli perdre les pédales. Il a failli jeter son PC portable à la figure de Dutroux tellement qu'il n'en pouvait plus. Et donc on se rend compte que pour les avocats et les magistrats, c'est vraiment indispensable d'avoir beaucoup de temps de ressources le soir, le week-end, pour pouvoir passer à autre chose, parce que la charge est très très lourde. Et les familles des victimes là-dedans ? Eh oui, alors on peut penser que c'est une torture morale que de participer à un tel procès, et pourtant c'est un moment qu'on attend évidemment avec beaucoup d'impatience, et auquel on a envie d'assister, parce que quelque part c'est une question de loyauté vis-à-vis des proches qu'on a perdus, donc il faut y aller, mais c'est très dur, et on doit aussi s'autoriser à certains moments à ne pas assister à certaines scènes, parce que sinon on va perdre les pédales. Alors souvent les familles évoquent un sentiment de culpabilité aussi, la culpabilité d'être en vie alors que le proche, lui, il est parti. La culpabilité aussi de ne pas avoir pu le protéger des griffes de l'assassin, et donc tout ça est très très lourd à vivre. Heureusement aujourd'hui il existe des salles spéciales pour les familles et les spectateurs du procès pour qu'ils puissent eux, quand même dire toute leur détresse et toute leur souffrance, parce qu'il n'y a pas non plus une aide psychologique tout le temps à côté d'eux dans le cadre du procès. C'est une expérience qui laisse beaucoup de traces, et quoi, le suivi est obligatoire par la suite ? Ce serait bien qu'on ait plus de suivi psychologique, aussi bien pour les jurés que pour les avocats que pour les familles, tout au long du procès, parce que c'est une épreuve hors du commun qui peut détruire certaines personnes. C'est parfois très long pour pouvoir tourner la page. Merci Dimitri, et puis c'est un dossier que vous pouvez retrouver aussi sur le site psy.be. Allez, on va aller faire un tour chez vous pour la suite, et on va surtout voir où vous habitez.